Bonjour à toutes et à tous. Il est 14 heures. Nous allons donc pouvoir commencer. Alors, comme d'habitude, un grand bienvenue pour ce cycle de conférences proposé par la Trousse à Projets et ses partenaires dans le cadre du volet parentalité des territoires numériques éducatifs. Je rappelle, hein, une dernière fois donc que ce cycle de conférences est destiné aux parents, aux enseignants et à tous les partenaires de la médiation et de l'animation numérique. C'est un cycle qui, est composé de 10 conférences, qui se sont déroulées, chaque mois pour démêler 10 idées reçues sur le numérique. Le but, c'était donc, de créer une culture commune entre acteurs de l'école et de la réussite éducative de tous les enfants et jeunes adultes. Et donc, je commence un petit peu à parler au passé puisque aujourd'hui nous entamons notre 10e et dernière conférence. Voilà, donc tout au long de ce cycle, hein, qui a presque duré un an, vous avez été, même qui a duré un an d'ailleurs, vous avez été très nombreux, alors, parents, enseignants, médiateurs, médiatrices, responsables de collectivités territoriales, autres professionnels, de l'éducation nationale, et autres acteurs, de la petite enfance à vous inscrire à ce cycle. On n'a pas, de statistiques complètes, mais on sait qu'il y a eu, au total plus de 2 500 inscriptions, par exemple, sur l'ensemble du cycle, qui reste accessible, sur le site de la Trousse à Projets, donc j'y reviendrai, mais donc qui continue à vivre sa vie en ligne, hein, puisqu'il y a une dimension, en direct, mais il y a aussi, bien sûr, une volonté de créer, voilà, quelque chose qui reste accessible et qui est complété par des fiches, mais j'y reviendrai. Donc voilà, ça montre bien l'intérêt, hein, que suscitent encore aujourd'hui les problématiques liées au numérique et à la coéducation. Merci, à toutes et tous de nous suivre aujourd'hui. Nous sommes donc en direct, jusqu'à 14h45. Je le rappellerai, mais vous avez la possibilité, et vous êtes, très invités à réagir, à poser des questions, notamment à notre invité, via le chat. Donc le chat, c'est l'onglet Q et R pour questions et réponses, qui vous permet en fait de nous poser des questions directement, à l'équipe de la Trousse à Projets et donc nous garderons, certaines de ces questions. Ça peut être aussi des remarques ou des retours d'expérience, et donc on fera, réagir Jocelyn Lachance, à partir de 14h30. Je rappelle, hein, entre 14h et 14h30, on va avoir un premier échange avec Jocelyn et entre 14h30 et 14h45, c'est le moment où nous prendrons, enfin où je relayerai certaines de vos questions. Voilà, notre 10e et dernière conférence s'intéresse à une question essentielle parce qu'elle est particulièrement source, de souffrance pour les enfants et jeunes a et futurs adultes. C'est la question du harcèlement. Alors c'est notre porte d'entrée, la question du cyberharcèlement, du harcèlement et plus largement des cyberviolences, mais vous savez, on prend des portes d'entrée pour proposer des idées enfin, pour ouvrir des et ensuite démystifier des idées reçues, mais là, l'idée, ça va être aussi de parler des réseaux sociaux plus généralement et de, la manière dont ils sont utilisés par les jeunes pour leur construction. Donc pour travailler autour de cette question, et démystifier donc de multiples idées reçues, nous avons le plaisir d'accueillir Jocelyn Lachance, que je remercie, qui est maître de conférences, en sociologie à l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Il est également, dans le membre du laboratoire, TREE, j'espère que je le prononce bien, sinon, Jocelyn, vous ou très, j'hésite, mais vous pourrez nous le redire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et justement, pour vous permettre peut-être de mieux vous présenter, que je ne l'ai fait, très succinctement, est-ce que vous pouvez, donc, vous présenter succinctement et peut-être vos travaux, en lien avec notre thématique? Oui, avec plaisir. Ben, merci d'abord pour l'invitation. Bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est un plaisir de vous avoir en ligne, à distance. Alors oui, donc je suis chercheur en sociologie et anthropologie de l'adolescence depuis déjà, bon, maintenant une quinzaine, même, je pourrais dire même une vingtaine d'années. Et je m'intéresse au devenir adulte. Et donc, devenir adulte, comment on devient adulte au 21e siècle. Et évidemment, j'étais quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux conduites à risque et au rapport au temps des ados dans mes premières recherches. Et rapidement est apparu, ce qui s'est imposé à nous tous, donc ça s'est imposé aussi à moi en tant que chercheur, c'est-à-dire cette question des réseaux sociaux. Et étant donné que j'étais quelqu'un d'assez intéressé par, les mises en scène du corps, à travers les conduites à risque, eh bien, j'ai fini par m'intéresser tout d'abord aux mises en scène, aux photos, aux vidéos, il y a déjà plusieurs années, lorsque j'intervenais justement, auprès d'enseignants qui déjà, il y a une dizaine d'années, dans certaines classes, commençaient à avoir déjà des photos qui circulaient avec des appareils qui étaient encore pas tout à fait, technologiquement avancés comme aujourd'hui, mais ça commençait déjà. Et donc ce sont des professionnels qui finalement m'ont un petit peu influencé dans la suite,
de ces recherches, ce que j'ai fait depuis le début, d'ailleurs, de mes travaux. Et donc aujourd'hui, ben, je suis considéré comme un, voilà, comme un spécialiste, du rapport aux technologies de l'information et de la communication, mais au fond, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la construction d'identité et le lien avec les réseaux sociaux, ce qu'on va aborder encore entre autres, cet après-midi. Parfait, merci beaucoup. Je vais donc, nous lancer dans notre thématique. Avant cela, j'ai juste oublié de rappeler que nous avons travaillé avec de nombreux partenaires, hein, pour, co-concevoir finalement ce format et les thématiques notamment de ce cycle de conférences et donc je voudrais particulièrement saluer, l'école des parents et des éducateurs qui, sur ce thème, précis, a été, un partenaire précieux. Alors lançons-nous, il faut savoir que donc, aujourd'hui, les études parlent de 20 des 6 à 18 ans qui ont déjà été confrontés à une situation de cyberharcèlement. C'est un peu classique, mais peut-être commençons par se mettre d'accord sur ce que ça veut dire et je vais poser une grappe de questions, accrochez-vous. Qu'est-ce que le cyberharcèlement? Quelle forme peut-il prendre et donc en quoi diffère-t-il du harcèlement? Est-ce que d'ailleurs c'est pertinent pour vous? Je sais que c'est un débat qui circule. Est-ce que ça c'est intéressant de parler de cyberharcèlement ou est-ce qu'il faut juste parler de harcèlement qui se situe, en dehors et dans la sphère numérique? Et enfin, comment le harcèlement et donc peut-être le cyberharcèlement, s'intègre-t-il dans l'ensemble de ce qu'on appelle les violences et les cyberviolences? Oui. Oui, tout à fait. Bah, vous avez raison d'évoquer ce débat parce que c'est un vrai débat. En fait, le problème, n'est pas de parler de cyberharcèlement ou de harcèlement en général. Le problème, c'est surtout ce qu'on va mettre derrière et quelles sont nos représentations, des réseaux sociaux finalement. Mais bon, on peut rappeler déjà que généralement, autour de la question du harcèlement, il va y avoir quand même toujours 3 dimensions au moins qu'on va retrouver. Le premier, c'est qu'il y a quand même un acte malveillant dans le but de nuire. Alors ça pose quand même la question de l'intentionnalité, hein, qu'on y reviendra parce que ça brouille aussi la définition du harcèlement. On peut considérer qu'il y a une intentionnalité de nuire dans le harcèlement. Ce qui veut dire que l'auteur est conscient finalement de ce qu'il provoque, de ce qu'il chercherait à provoquer. Il y a évidemment la question de la répétition de l'acte, avec, son corollaire qui est aujourd'hui la continuité, puisque c'est une des choses qu'on impute aux réseaux sociaux, on y reviendra aussi, mais, l'effet de continuité finalement, hein. Et puis évidemment, il y a un impact psychologique, qui finit par être visible, à travers des signaux faibles, des signaux, forts, chez les jeunes, qui sont, victimes du harcèlement. Alors, quand vous dites, est-ce que c'est bien de parler de d'harcèlement ou de cyberharcèlement? Le problème, c'est comment on va définir les frontières de ce qu'on pourrait appeler du cyberharcèlement? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un risque lorsqu'on parle de cyberharcèlement, de cantonner le harcèlement aux réseaux sociaux et d'en faire, en fait, un phénomène qui ne serait qu'exclusivement lié à l'usage des réseaux sociaux? Et malheureusement, c'est encore, un lieu commun qui circule chez beaucoup de professionnels, de parents, dans le sens commun de façon générale. Je pense que le problème principal vient du fait qu'on confond d'un côté l'importance de l'impact psychologique imputé, heu, à travers le harcèlement qui utilise les réseaux sociaux, qui est très, très fort, hein, on le sait que c'est un impact psychologique encore plus fort que ce qu'on a pu voir, dans des schémas classiques ou traditionnels de harcèlement, d'une part. Et puis aussi la mise en visibilité, puisqu'évidemment, il y a des traces qui fait que nous, en tant qu'adultes, on est confrontés à des traces, très, évidentes, j'ai envie de dire, de formes, de violence. Donc d'un côté, il y a ça, les effets, et de l'autre côté, il y a les origines. Et les origines, relèvent, à mon avis, quand même de d'autres éléments, de d'autres dimensions. Et c'est ce qui brouille un petit peu notre rapport parfois à ce qu'on pourrait appeler le cyberharcèlement et de trouver les frontières. Je vais donner quelques exemples juste pour, bien situer mon propos. Il y a des choses qu'on doit quand même se rappeler. La première chose, c'est que le harcèlement, évidemment, c'est un lieu commun, mais je vais le rappeler parce que c'est quand même important de le rappeler. Le harcèlement chez les jeunes ou entre jeunes, n'est pas nouveau, hein, et ça, c'est documenté, hein. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà fait des recherches, sont tombés, par exemple, sur, ce Suédois Dan, Olweus, qui est le grand spécialiste du harcèlement, qui déjà dans la fin des années 70, début 80, parlait du bullying en anglais, du harcèlement entre les plus âgés et les plus jeunes.
et c'était très documenté et les chiffres étaient déjà très importants, le harcèlement chez les jeunes. Moi-même, la première recherche que j'ai faite en tant qu'étudiant, et là, ça remonte quand même déjà à quelques années, on parle, déjà d'une vingtaine d'années, c'était au Québec, évidemment, ce qu'on appelait le taxage. Alors le taxage, mais qui est en fait le racket, donc une forme de harcèlement, mais évidemment avec but de voler un objet, symbolique. Donc ça, c'est un des premiers problèmes, c'est que parfois on a l'impression qu'on redécouvre collectivement le harcèlement. Alors qu'au fond, la mise en visibilité par internet permet de reparler du harcèlement qui a toujours été présent. Donc ça, c'est une chose importante à se souvenir. Une deuxième peut-être dimension importante, c'est la question de l'espace parce que, on dit souvent justement que le harcèlement aujourd'hui peut être vécu en continuité à cause des réseaux sociaux, mais en fait, quand on y pense bien, la continuité existe parce que ça se passe sur les réseaux sociaux et potentiellement aussi dans les espaces physiques. Et ça, c'est important. Je pense que s'il y a des enseignants qui sont, parmi nous aujourd'hui, peut-être que même vous, vous avez assisté à des choses du type, un jeune reçoit, des messages, alors qu'il est en classe ou à la sortie de la classe et puis il sort de sa classe et puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui était pas dans sa classe qui continue à l'insulter, parce qu'il est au courant, de la moquerie qui circule, par exemple. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous rappelle une chose, c'est que la continuité n'est pas seulement due aux réseaux sociaux, elle est due aussi parce qu'il y a une connivence entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et aussi dans les espaces physiques. Et ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on observe dans beaucoup de phénomènes liés aux réseaux sociaux, hein. C'est-à-dire qu'il y a une continuité dans les espaces physiques. Et donc là, vous voyez pourquoi, le cyberharcèlement est un peu dérangeant parce que ça voudrait Mmh. dire que quelque part, il y aurait un harcèlement cyber. Alors que les exemples, très souvent, semble-t-il, mais on pourra en discuter, dans la deuxième partie, nous montrent que c'est plus une connivence, j'ai envie de dire une espèce de harcèlement hybride, qui passe de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, c'est très peu documenté sur comment ça commence. Est-ce qu'il y a plus de cas qui commencent en ligne? Est-ce qu'il y a plus de cas qui commencent dans les classes ou à l'extérieur ou dans les espaces physiques? Et donc, on peut imaginer que tous les cas existent. Donc, il y a cette connivence. Et puis, le dernier point quand même que j'aimerais aborder, et je pense qu'on l'oublie très souvent aussi, c'est qu'on parle du harcèlement, du cyberharcèlement chez les jeunes. Donc, il y a un double, j'ai envie de dire une double délimitation du périmètre du Mmh. harcèlement. C'est-à-dire à la fois on dit: «C'est cyber», on dit que c'est jeune. Alors, quand voilà, je révisais un petit peu mes statistiques avant de venir vous voir, je voyais que sur le site de l'Organisation mondiale du travail, on estime que 18% des adultes vivent du harcèlement au travail. Alors, vous voyez, on n'est quand même pas très loin des chiffres qu'on nous sort, sur les adolescents et ça, je pense que c'est important de se souvenir, c'est que le harcèlement, c'est un phénomène, De société. sociétal, Mmh. qui dépasse à la fois, les réseaux sociaux, mais qui dépasse à la fois les questions de génération. Et là, vous voyez la question subsidiaire qui vient, tout de suite à l'esprit, c'est: «Mais finalement, est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui sont à l'origine ou est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui fait que dans la société, il y a des modèles, finalement, on est modélisant quelque part où il y a des phénomènes de harcèlement? Alors vous voyez, c'est une question complexe et donc de dire que ce serait de la faute des réseaux sociaux, même si on sait que c'est un facilitateur et une forme d'aggravant, c'est à utiliser à mon avis avec un peu de prudence, hein. C'est ça. De toute façon, c'était totalement c'est à chaque fois le prétexte de nos conférences de tabler sur des idées reçues et d'ensuite les démonter. Donc ce qu'on a très bien commencé à faire. Ce que vous dites, ça me permet de faire un peu de lien avec nos autres webinaires parce que, un des aspects qui ressort quasiment systématiquement, c'est que finalement aujourd'hui on est entre acteurs, de l'éducation des jeunes et donc on parle des jeunes avec un grand J, enfin, sachant qu'on sait qu'en plus cette, population n'est pas du tout homogène, hein, ça a été souvent dit, et Mmh. donc du coup qu'il faut la décomposer beaucoup plus subtilement si on veut vraiment, travailler sérieusement. Mais que par ailleurs, les sujets dont on parle souvent s'observent dans la vie, des adultes et donc que là, et que donc ça fait partie des choses qui doivent nous faire réfléchir. J'ai parlé de lien entre cyberharcèlement et harcèlement, et j'ai pas mentionné un autre lien qui est souvent fait, mais d'une certaine manière, vous l'avez un peu abordé, c'est qu'on parle souvent de violence ou de harcèlement scolaire.
Et là, pareil, je pense qu'on peut se dire qu'il y a pas vraiment de délimitation, en tout cas, qu'il y a pas peut-être de réelle, raison d'appeler le harcèlement scolaire, puisque là aussi, j'imagine qu'il y a une porosité entre espaces, Tout où à se fait. rencontrent les jeunes et que le harcèlement ne commence pas dans l'enceinte de l'école et ne s'arrête pas, ouais, vous êtes d'accord avec, cette affirmation? Tout à fait, tout à fait, tout à fait, parce que oui, là, on va dire un lieu commun, mais j'ai envie de dire que s'il y a de la violence entre les jeunes, c'est pratiquement, pas trop surprenant qu'elle se passe là où ils se trouvent. Donc, Oui, c'est ça. c'est une évidence qu'il faut se rappeler et vous savez, ça me fait penser aux travaux de Madeleine Pastellini, québécoise, qui déjà depuis plusieurs années nous sensibilise à une chose aussi, c'est est-ce qu'au fond, on peut analyser quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux sans l'analyser de façon plus globale? C'est-à-dire que si vous vous intéressez à l'intimité sur le cyberespace, vous ne pouvez pas le cantonner au cyberespace. Vous devez en faire un sujet beaucoup plus large. Si vous vous intéressez à la mise en scène du corps, vous devez penser le corps en général. Si vous voyez des affirmations politiques sur le cyberespace, vous devez vous poser la question du politique plus général. Et c'est vrai pour les questions de violence aussi. On ne peut pas en faire un objet isolé du reste finalement de la société. Et là, c'est pour ça que rapidement je disais mais, de ce que les adultes renvoient, mais aussi de ce qui se passe dans Sûr, les autres espaces. bien sûr, On parle beaucoup d'espaces hybrides aujourd'hui en sociologie, hein, c'est-à-dire que la distinction numérique, physique, on tend à la mettre un peu de côté pour toujours nous poser la question en quoi ce sont des espaces hybrides. Ça bien sûr, concerne aussi la question du harcèlement, évidemment. bien sûr. Un autre aspect, qu'on a beaucoup évoqué dans notre cycle de webinaire, et ça va permettre d'amener un petit peu sur ma question, même si on l'a déjà un peu abordé, puisqu'on a commencé à démonter ce lien, direct entre les réseaux sociaux seraient responsables du cyberharcèlement. C'est que, quand on parle des technologies numériques, on se demande, enfin, il est intéressant à chaque fois de se demander, si leur rôle c'est, enfin, si ce sont des causes d'une situation. Est-ce que ce sont, des, conséquences, ou est-ce que ce sont des amplificateurs, ou, amplificatrices de situations? Je pense que là, donc ma question c'est, si pour finir de parler de notre titre, et de passer ensuite au reste, quel rôle pour les vos recherches montrent que jouent pour le coup, puisqu'on a vu que c'était pas les responsables, ils amplifient, ils amplifient une situation qui était déjà existante, comme le montraient les études que vous avez évoquées, des études anciennes. Mais par contre, quel rôle jouent-ils, de spécifique dans les mécanismes de violence et de harcèlement? C'était intéressant ce que vous disiez sur l'intentionnalité et la répétition, parce que, par exemple, je sais que souvent, quand on parle de cyberharcèlement, notamment quand ça se passe un peu en «meute» entre guillemets, on peut s'imaginer qu'individuellement, les gens qui harcèlent, peut-être, auraient moins l'impression d'être dans une intention de nuire, mais que comme ils sont une vingtaine à le faire, enfin voilà, pour vous, quels sont les rôles spécifiques pour le coup, des réseaux sociaux dans ces phénomènes? Vous savez, en sociologie, on parle souvent d'affinité élective. Une affinité élective, c'est lorsque 2 phénomènes, finalement se rencontrent et se nourrissent, Mmh, mutuellement. Et en fait, il y a des espèces d'affinités électives entre, j'ai envie de dire, la formation d'identité chez les ados et les réseaux sociaux. Et une des choses qu'on connaît très bien et ça, je suis sûr que les auditeurs qui connaissent bien les ados le savent, c'est que lorsqu'un adolescent prend un risque, généralement, il est en tension avec un autre risque, hein. C'est-à-dire, est-ce que je prends un risque seul ou est-ce que je le prends en groupe? Par exemple, hein, on a plein de quantités d'exemples, si on repasse dans les années 90-2000 quand on parlait des questions de MST, est-ce que je prends le risque, voilà, de mettre en danger symboliquement ma relation ou est-ce que je me protège? Est-ce que je prends un risque dans le futur ou je prends un risque maintenant? Et il y a souvent cette question de mise en tension du risque. Dans l'exemple que vous donnez, il y a cette question du risque. Est-ce que quand je suis derrière un écran, j'ai l'impression de prendre le même risque que quand je suis face à quelqu'un? Et là, il peut y avoir une forme de facilitation de passage à l'axe. Ensuite, il y a aussi la question, vous savez, à l'adolescence, c'est le moment par excellence de l'expérimentation. Expérimenter, c'est aussi expérimenter la limite par rapport à l'autre. Alors forcément, les réseaux sociaux sont aussi devenus, entre guillemets, «un terrain d'expérimentation» et ça permet aussi de vérifier, jusqu'où je peux aller. Et c'est pour ça que vous avez dans beaucoup d'exemples de harcèlement, des jeunes qui vont vous dire: «Oui, mais je rigolais. Oui, mais je plaisantais». Et certains d'entre eux sont complètement honnêtes, c'est-à-dire que c'est une façon de dire: «Ben, je testais jusqu'où je pouvais aller, qu'est-ce qui était acceptable ou non».
Et cette question d'expérimentation est aussi en affinité élective avec les réseaux sociaux qui permettent une forme de, j'ai envie de dire, de test, avec une certaine, facilité. Et ensuite, il y a des choses aussi, des questions qu'on pourra en discuter pendant longtemps, toute la question de la reconnaissance à l'adolescence. Ce qui fait que finalement, quand vous êtes adolescent et que vous cherchez à être reconnu et être valorisé, et que vous êtes mal dans votre peau, bah, il existe des façons de restaurer l'estime de vous-même et malheureusement, une des façons de fonctionner, c'est de pouvoir rabaisser l'autre, hein. C'est-à-dire si vous êtes pas capable de vous hisser au-dessus des autres ou à la même hauteur, rabaisser les autres de façon collective, par exemple, comme vous l'avez mentionné, permet aussi de restaurer un certain sentiment de soi et c'est ça qui pose, des questions surtout, c'est que c'est cette affinité lective entre finalement des choses liées à la formation de l'identité et les réseaux sociaux. Donc, on peut travailler sur les réseaux sociaux, mais comme je le dis souvent, ça va être totalement, j'ai envie de dire partiel parce qu'il y a une il y a quand même une dimension fortement liée à la formation d'identité qui doit être prise en compte, dans notre manière d'aborder, les phénomènes qui touchent les réseaux sociaux, forcément. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'un des potentiels, finalement sous-entendus de notre idée reçue et on commence déjà un petit peu à le dépasser, mais sur lequel je voudrais qu'on prenne encore un petit peu de temps, c'est que finalement les réseaux sociaux, ne seraient que cet espace de cyberviolence au sens large, mais et donc parmi lesquels, on ferait ren enfin dans lesquels on ferait rentrer le harcèlement, mais certains parlent aussi d'addiction, qui, il faut le rappeler, reste un terme, impropre, mais on parle aussi de surexposition, d'usage, exagéré. Si on dépasse cette idée reçue, donc que les réseaux sociaux ne seraient que cet espace de violence, que font les jeunes sur les réseaux sociaux? Vous avez commencé à évoquer, hein, des phénomènes de construction d'identité, d'expérimentation. Qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux? Pourquoi ils y sont? Finalement, qu'est-ce qu'ils y trouvent? Et à l'inverse, que font les réseaux sociaux, aux jeunes? Ah ben, en tout cas, c'est clair que, si on considère que dans la société de l'expérimentation, on n'est jamais sûr de soi, hein. Faut quand même rappeler les choses, c'est que, les jeunes sont face à de multiples repères, hein. Souvent on dit qu'ils sont sans repères, mais en fait, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'ils sont face à de multiples repères et on les amène à devoir faire des choix difficiles. Tu dois choisir, beaucoup de choses, que ce soit dans le dans le monde scolaire, mais ça va être aussi, par rapport à ses relations, même par rapport aujourd'hui à l'orientation, sexuelle et cetera, la question du genre qui se pose aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choix qui apparaissent comme étant possibles pour ces jeunes, mais en même temps, il est jamais certain que ces choix seront validés par, des personnes extérieures et donc les réseaux sociaux, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent une panoplie de regards diversifiés auquel on peut soumettre, des versions de soi-même. Parce que l'expérimentation, finalement, c'est faire un test. C'est essayer quelque chose. C'est vérifier si ça me convient. Mais quand on est fragile et qu'on cherche, des réponses, ben, une des façons, c'est évidemment d'interpeller le regard de l'autre. Or, les réseaux sociaux, vous l'avez compris, c'est différents regards. C'est son propre regard, c'est le regard de quelqu'un qu'on aime bien, mais qui est à distance. C'est le regard de gens qu'on n'a jamais vraiment vus. C'est le regard anonyme de groupes dont on connaît plus ou moins la définition, ce qui fait on peut justement interpeller et poser des questions à travers les réseaux sociaux. Et ça, c'est quand même quelque chose qui revient en permanence dans les enquêtes qu'on mène depuis maintenant 15 ans. Ça revient toujours en permanence, cette espèce de logique de finalement de tenter de trouver de la reconnaissance et de la valorisation de soi à travers, différents, regards. Donc ça, c'est une des choses, je pense, qui est vraiment très importante et évidemment, le harcèlement en fait partie. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a des tests de limites qui se font, c'est aussi des formes d'expérimentation dans le rapport à l'autre, évidemment, qui sont, dommageables et on ne va pas le nier, hein. On ne nie pas les effets, évidemment, conséquents sur les victimes. Mais Ça, c'est une des sur cet oui. aspect-là, pardon, ça veut est-ce que c'est un peu rattachable au fait que finalement, alors c'est pas un sujet que je maîtrise, donc je tente quelque chose, mais qu'il y a la loi. Bon, déjà, tout le monde connaît pas la loi, mais au-delà de la loi, il y a ce qu'on appelle un peu les normes sociales et que finalement, vu que ces normes sociales, on les transmet pas du tout, tous à nos enfants et puis même pas tous entre nous-mêmes et donc là, ce que vous dites, c'est que finalement, ils expérimentent, des sortes de normes sociales pour voir ce qui est acceptable un peu entre eux et ils s'ajustent par rapport, au feedback un peu qu'ils reçoivent, c'est ça? Tout à fait, il y a des zones Et ça marcherait grises. pour des adultes?
aussi. Tout à fait. Il y a des zones grises, hein. Il y a des zones grises, forcément, on le voit de plus en plus. Il y a des zones grises et donc c'est pour ça et vous savez l'idée qu'on devient adulte par l'expérimentation, c'est une idée qui date, de plus de 20 ans, hein, mais on voit que ça s'amplifie de plus en plus et qu'on est face à des jeunes qui doivent se positionner et finalement, socialement, le message, c'est: «Positionne-toi». Donc même l'apprentissage qui se fait sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire une chance qu'il y a une forte, autorégulation entre les jeunes. Une chance qu'entre eux, il y a des limites qui se posent, et c'est souvent ce qu'on voit dans les entretiens, c'est-à-dire que les jeunes eux-mêmes ont découvert qu'ils faisaient des fautes par rapport aux normes qui sont instaurées entre les jeunes. Il y a des endroits où on n'a pas le droit de par exemple, de poster, on n'a pas le droit de commenter sur certains profils, et cetera. On a le droit de faire telle chose ou pas, et cetera. On peut se mettre en scène, mais il y a quand même des normes aussi esthétiques et autres à respecter. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas, j'ai envie de dire, un territoire de non-droit. Mais il y a des zones de grise qui fait que, finalement, il va y avoir des expérimentations et certains vont aller un petit peu plus loin. Et certains vont parfois aussi être encouragés par des groupes de pairs PAIRS qui considèrent qu'au sein de leur groupe de pairs, que c'est une norme d'aller un petit peu plus loin. Et c'est là que se jouent des fortes inégalités entre certains jeunes. D'accord. Alors j'ai une sous-question, avant de passer à ma dernière question et après ce sera à vous donc, qui nous suivez de poser vos questions donc, nous les attendons pour le moment, vous êtes très sages, mais, n'hésitez pas à partager des c'est que ça en général, c'est que ça veut dire que c'est très clair. Mais, n'hésitez pas à poser des questions ou juste partager des retours d'expérience, il y a souvent des zones, quand même, enfin des choses qu'on n'a pas eu le temps de traiter dans notre premier déroulé, hein, donc, n'hésitez pas. Moi, j'avais une question, est-ce que, là, on a parlé donc de la population jeune en général. Est-ce que pour vous qui les étudiez, il est intéressant de revenir sur, peut-être des particularités d'âge? Je pense aussi au genre, est-ce qu'il y a des différences, est-ce que, par exemple, les filles ou les garçons sont plus touchés, que d'autres? Est-ce que pareil, est-ce qu'il y a des questions sur de géographie ou d'origine sociale? Enfin, ça nous permet de mieux comprendre aussi peut-être des populations qui sont plus en besoin de politiques, de sensibilisation, et d'éducation ou est-ce que c'est, quelque chose qui est finalement, assez homogène? En fait, derrière la question, il y a un piège éventuel, je m'explique. C'est que le problème, c'est que j'ai passé par un détour, hein, un jour, j'avais des étudiants qui voulaient, étudier le harcèlement et ils m'ont dit: «Monsieur Lachance, on veut aller vous observer le harcèlement». Donc je me suis dit: «Waouh, OK, bon». Je les ai laissés faire. Ils sont partis dans des écoles. Ils sont revenus et m'ont dit: «Évidemment, on n'a pas vu le harcèlement». Je dis: «Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé?» Ils me disent: «Ah mais le proviseur de l'école nous a dit que le harcèlement, c'était surtout dans telle classe». Un enseignant a dit: «Ah mais le harcèlement, c'est surtout les garçons qui sont derrière, ici dans cette classe». Les CPE disent: «Ah mais ça se passe surtout à tel endroit». Et vous voyez dans ces exemples, c'est très intéressant, c'est que finalement, les individus vont mettre à distance la violence. C'est-à-dire qu'ils vont la mettre dans un endroit, chez un groupe. Et je pense qu'il faut faire très attention avec, ces tentatives de dire, par exemple, que ça se passerait plus dans un groupe ou un autre, parce qu'au fond, on est toujours tenté par cette volonté de mettre la violence à l'extérieur de soi, à l'extérieur de son groupe social, à l'extérieur de son école. Alors que si on considère que le harcèlement est systémique, eh bien, on va toujours se dire que ça peut potentiellement, revenir, peu importe la composition sociale. Et ça, c'est pas moi qui le dis, je pense à Catherine Blaya, entre autres, hein, si ça vous intéresse, c'est quand même quelqu'un d'intéressant aussi sur la question. Et donc je pense qu'il faut surtout voir les choses de cette façon, heu, se dire finalement ça peut toujours apparaître, peu importe le groupe dans lequel on est. Par contre, s'il y a une chose qui me semble importante surtout et vous savez, très souvent, on va s'intéresser quand on s'intéresse au harcèlement ou au cyberharcèlement, évidemment, on va mettre beaucoup l'accent sur les victimes parce que les dommages sont évidemment, désastreux, on le sait très bien. On va aussi beaucoup s'intéresser aux témoins. Or, on le sait, l'origine, pour revenir à ce que je disais au tout début, l'origine du harcèlement,
c'est quoi? C'est la souffrance des auteurs. Hein, c'est-à-dire c'est les auteurs c'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont mal dans leur peau et qui, pour différentes raisons de quête de reconnaissance ou pour se sentir exister, vont rentrer dans des logiques de harcèlement. Alors là, il y a vraiment un gros travail à faire parce que comment on aborde la question avec les victimes, ça c'est déjà beaucoup travaillé, avec, les témoins, mais comment on aborde la question auprès des auteurs potentiels? Et là, vous voyez, quand on regarde ce qui se passe, mais peut-être qu'il y a des auditeurs qui nous diront le contraire aujourd'hui, j'en serais fort heureux, mais très souvent quand on voit de la manière qu'on aborde la question quand on parle des auteurs, très souvent c'est le rappel à la loi. C'est le rappel à l'ordre. Mais le problème, c'est que si, heu, si l'origine est effectivement la souffrance des auteurs et le mal-être des auteurs, eh bien, peut-être qu'il faut qu'on parle autrement à ces jeunes et l'origine du problème, il est là, en fait. Donc là, il y a peut-être quelque chose à travailler, mais peut-être qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites en ce sens, et certains nous le Ouais. diront. En tout cas, c'est fort parce qu'à chaque fois, vous anticipez un tout petit peu ma question d'après. Donc donc effectivement, traditionnellement, je me suis permis de prendre un peu plus de temps en attendant les questions, mais traditionnellement, on finit aussi un petit peu par donner des pistes de réflexion et des ressources concrètes, donc là, je trouve que vous en avez déjà évoqué, quelques-unes. Je vais faire un petit rappel, pareil, sans être un expert du sujet, donc que Jocelyn, n'hésitez pas à me compléter ou dans le public, mais il faut rappeler que les cyberviolences sont maintenant un délit, punissable. Donc vous parliez de rappel à la loi. Donc autant il y a eu, un moment de zone grise, je pense, il y a quelques années, autant il y a eu des lois, récemment, qui sont venues, faire en sorte que maintenant, voilà, clairement, que ce soit de la violence, «strictement physique» entre guillemets ou une violence, dans le monde numérique ou comme on le dit, c'est souvent hybride, c'est, punissable par la loi. Et un autre rappel peut-être un peu technique pour, celles et ceux qui nous écouteront, c'est que, il faut rappeler aux jeunes que l'anonymat n'existe pas sur internet. Ça c'est une autre idée reçue qui n'a rien à voir, pour le coup avec notre cycle, mais il faut bien rappeler ça aux jeunes que bon, c'est on va dire que d'un point de vue éducatif, c'est pas le mieux de leur «faire peur» entre guillemets, mais juste leur rappeler ces 2 choses. C'est un, on n'est pas anonyme sur internet, faut pas croire ça. Donc, s'il y a vraiment des actes graves, la police, est tout à fait capable, d'identifier des adresses IP, qui permettent ensuite de voilà, de retrouver, une personne, voilà, via son fournisseur d'accès à internet. Et par ailleurs, maintenant, on a un cadre, légal, effectivement qui est important. Mais bon, ça, c'est un aspect, hein, c'est le fait de rappeler la loi. Vous avez dit qu'il y avait ces questions d'expérimentation, donc peut-être qu'il y a une piste, vous nous direz, sur, le fait aussi de donner un petit peu plus d'aide à la compréhension des normes sociales, hein, peut-être pour que les jeunes aient moins besoin de se tester, hein, et donc globalement, voilà pour vous comment, est-ce qu'on peut lutter contre ces formes de violence, de Bah, cyberviolence sans tomber dans un processus, de contrôle, et de défiance totale? ouais. Bah, déjà, en tout cas, pour continuer sur cette question des auteurs, je pense que c'est vraiment, très, très important, heu, de parler vraiment, à leur mal-être. Parce que vous savez, et ça, les gens qui nous écoutent le savent, pas besoin de parler juste du harcèlement, c'est que les jeunes, qui agissent violemment, ou qui sont dans la déviance, très souvent, c'est le mal-être qui est derrière et donc le rappel à la loi n'est Oui, pas toujours efficace. C'est le problème, c'est que mais c'est ça le problème, c'est que la souffrance et le mal-être est souvent tellement fort et les bénéfices de leur action, tellement forts du point de vue de l'identité que le rappel à la loi n'aura peut-être pas d'incidence et ça, je pense qu'il faut quand même qu'on le garde en tête. Après, il y a une autre chose peut-être pour les expérimentateurs, parce que c'est de ça qu'on parle, les expérimentateurs qui plaisantent, mais qui vont un petit peu plus loin et qui finissent par créer des dynamiques qui sont très, très dommageables pour les victimes. Hem, c'est peut-être aussi de réfléchir à est-ce qu'il faut parler que du harcèlement ou parler de différentes formes de violence en ligne? Je m'explique. Il y a quelques années, on a fait une grande enquête quantitative au Pays basque auprès de 7 020 collégiens et lycéens avec, la maison, des adolescents à Douainia ici et on posait la question: «As-tu déjà été victime? As-tu déjà été témoin?» et cetera et ce qui est assez étonnant, c'est qu'à chaque fois, il y avait un tiers des jeunes qui répondaient: «Je ne sais pas». Je ne sais pas. Donc il ne répondait pas oui ou non, il répondait: «Je ne sais pas»
et je pense que c'est une réponse, honnête, c'est-à-dire que parfois ils ne sont pas certains de savoir si on peut vraiment parler de harcèlement parce que la limite elle-même, elle est pas claire, pas seulement aux yeux de ceux qui sont les auteurs, mais aussi aux yeux des témoins et même aux yeux des victimes. Alors là, il y a vraiment un travail de clarification à faire, mais peut-être aussi d'ajustement du vocabulaire parce que si on parle de harcèlement et que ça correspond pas dans la définition qu'on va en donner à d'autres formes de violence, ben peut-être qu'on va, passer sous les radars, des formes de violence qui vont être tout aussi dommageables, mais qui vont pas être appelées ou nommées, harcèlement par les jeunes. Mmh. Merci beaucoup. Ça y est, on a des questions. Elles se succèdent, donc je vais essayer de les prendre un peu en grappe parce que globalement, il y a quand même, il y en a plusieurs qui se reprennent. Donc déjà, beaucoup vous remercie, hein, pour la clarté de Merci. l'intervention. Hem, j'ai donc, une personne, qui dit: «Dans mes interventions de sensibilisation au harcèlement, j'ai plusieurs fois été confronté à des jeunes qui assumaient complètement d'être harceleurs, parfaitement conscients de l'impact de leurs actes chez l'autre, mais n'en éprouvant absolument aucune honte ni aucun remords. Si le harcèlement n'est en effet pas dû aux réseaux sociaux, ce manque d'empathie peut-il y être, lié en revanche?» Et j'ajouterais à cette question, parce que finalement on en parle depuis quelque temps, enfin il y a un ressort psychologique important, enfin, si on étend un peu la question sur se demander, comment on accompagne ça? Je me pose un peu la question du qui, parce que limite là quand je pense à mes acteurs que j'ai cités au début, hein, parents, enseignants, et enseignantes, médiateurs, médiatrices, est-ce que là, enfin il n'y a pas besoin aussi un petit accompagnement psychologique? Mais d'abord Oui. pour répondre sur la question de l'empathie, est-ce que pour vous, il y a un lien, éventuel, avec les réseaux sociaux? Alors, il y a plusieurs choses parce que il y a une chose très importante, c'est que et ça je l'avais déjà vu, il y a, dans ma première recherche, sur le taxage, hein, ce que je donc le racket en milieu scolaire, c'était que pour certains, le statut le fait d'être un harceleur devient un statut. Alors, ça, c'est vous savez, c'est un petit peu la nouvelle version, entre guillemets, «du gros dur de l'école». Vous voyez? Celui qui, dans l'école, on sait, c'est lui qui tape sur les plus petits, c'est lui qui fait la loi et cetera et ce jeune existe à travers ce statut. Alors ça peut être un premier, j'ai envie de dire une première analyse parce que peut-être que ce n'est pas tout à fait l'empathie, le problème. Peut-être que c'est parce que cette personne n'existe qu'à travers ce statut. Il faudrait vérifier s'il existe par ailleurs autrement et probablement que si on cherche, on se rendra compte que la seule façon d'être valorisé ou de trouver ou d'exister, dans cette école, c'est peut-être ce statut qu'il revendique, fièrement. Donc ça, c'est une première chose et c'est des cas qu'on peut voir. La deuxième chose, c'est que et là vous avez raison de le de le dire, est-ce que c'est lié aux réseaux sociaux? Je ne crois pas. Je pense que c'est lié à un problème beaucoup plus global qui est, j'ai envie de dire l'importance de très, très tôt travailler les compétences psychosociales, hein. Ça, c'est la meilleure prévention évidemment comme toutes les formes de conduite à risque, c'est de travailler les compétences psychosociales dont l'empathie en fait partie et là, je sais qu'en France, il y a de plus en plus de gens qui le font. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Je pense qu'il y a de la marge, mais ça, je pense que vous me le direz. Mais c'est clair qu'il y a un travail, de prévention primaire, qui est vraiment important. Alors, vous voyez, il y a 2 analyses possibles. Il y a effectivement, comme vous dites, un ressort psychologique ou peut-être qu'il y a vraiment des jeunes qui ont des problèmes d'empathie. Alors là, il y a un problème de prévention Je évident. pensais même à la souffrance que vous évoquez. Si la plupart des auteurs et autrices de harcèlement, sont dans des situations de souffrance et que c'est la cause, enfin l'une des causes, est-ce que, voilà, une des réponses, c'est pas, voilà, une réponse psychologique? Ça peut être une réponse psychologique, mais là, après on peut l'étudier de d'autres ressorts parce que vivre à travers un statut, il faut comprendre aussi et ça on le sait, les statistiques le montrent, c'est que beaucoup d'auteurs, de harcèlement ou de violence sont eux-mêmes été victimes. Donc Ouais. vous voyez, c'est des modèles, et on apprend à vivre en société à partir des modèles qu'on a pu expérimenter bien souvent et donc il y a des formes de répétition qu'on connaît et c'est pour ça que j'insiste sur la question du mal-être parce que c'est vraiment le cœur du problème, c'est le mal-être des auteurs, hein et voyez le problème que j'évoquais au départ, j'insiste sur cette question, c'est que évidemment la visibilité des victimes qui est importante parce que c'est tellement qualitativement, important et dramatique,
qu'on finit par oublier que l'origine, ce n'est pas ça, en fait, ce n'est pas la conséquence et l'origine, c'est le mal-être des auteurs. Alors, peut-être c'est pour ça qu'il faut aussi revoir un peu nos discours, quand on intervient, de faire résonance, pour essayer de parler à leur mal-être, ce qui est un défi, hein, quand même. Oui et puis effectivement, là, à ce stade, on est effectivement dans des formes de prévention. C'est d'ailleurs l'occasion d'évoquer quand même un programme porté, entre autres par le ministère de l'Éducation nationale, le programme phare, pour lutter contre le harcèlement à l'école et qui, inclut, 8 piliers dont le fait de mesurer le climat scolaire, prévenir les phénomènes de harcèlement, former une communauté protectrice, et intervenir efficacement, associer les parents, enfin donc, un programme assez complet qu'on indiquera dans les ressources, disponibles, dans la fiche, qui accompagnera ce webinaire. Ça m'amène à un autre groupe de questions, finalement, qui est intéressant parce que cette fois, c'est sur la question des acteurs, tiers, du duo, enfin victime, agresseur, que sont alors il y en a 2. J'ai une question sur la posture de l'allié. Comment pouvoir travailler la posture de l'allié qui décide d'agir, mais pas facile de ne pas prendre la place de la victime? C'est comme ça que la question est formulée. Donc, comment pouvoir travailler la posture de l'allié? Et une autre question qui est: comment envisagez-vous l'action des adultes qui, par essence, sont exclus des lieux, de socialisation et d'échange des jeunes? Quelles actions, sensibilisation seraient prioritaires selon vous? Donc ouais, je trouve que ces 2 questions se Oui. répondent beaucoup puisque du côté des parents, c'est comment, faire en sorte que son enfant se confie. Du côté des autres adultes, ça doit être sans doute un peu pareil et du côté de l'allié, du témoin, voilà, quel peut être aussi le rôle? Ma réponse va être la suivante. Ça va me permettre de revenir sur ce que j'ai évoqué rapidement en disant qu'on peut concevoir le harcèlement de différentes façons et je pense que quand même, il y a un travail j'ai envie de dire de représentation, chez les adultes qui doit être de plus en plus, j'ai envie de dire convergent. Je m'explique. Hem, on peut considérer que le harcèlement, ça se passe, entre 2 personnes ou entre 3 types de personnes, hein. C'est-à-dire, l'allié ou le témoin, ou l'auteur, la victime. Mais on peut aussi concevoir, comme Catherine Blaya et d'autres, le harcèlement comme quelque chose de systémique. Et si on considère que le harcèlement est systémique, ça veut dire que toutes les personnes proches ou moins proches de l'acte de harcèlement font partie à la fois du problème et de la solution. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, bon, je vais prendre l'exemple de l'école, mais je sais qu'il n'y a pas que du harcèlement à l'école, il y a du harcèlement ailleurs aussi, mais prenons l'exemple de l'école. Si ça se passe à l'école, ça veut dire que tout le monde, individuellement, doit se poser la question de comment son comportement, non pas va l'encourager, mais peut-être laisse des portes ouvertes à des formes de violence. Et ça me semble vraiment important parce que, heu, on peut, se dire: «Oui, mais aller voir vers l'allié et puis redonner le travail, à l'allié». On peut, chercher à faire de l'empowerment et puis revenir sur les questions de délation qui sont très compliquées, comme vous le savez, c'est pas quelque chose de très nouveau non plus. Mais on peut aussi le voir de façon systémique en se posant la question, mais quel rôle on peut jouer chacun en tant qu'acteur? Et un des problèmes qui va se poser, et on le voit dans les techniques de réparation, c'est qu'au fond, le harcèlement disparaît à partir du moment où tous les acteurs autour de l'acte d'harcèlement, donc pas seulement auteurs, victimes, alliés, et cetera, mais aussi les gens qui sont autour, les enseignants, le proviseur, les parents de la victime, les parents des auteurs et potentiellement ce qu'on peut appeler les alliés ou les témoins, vont s'entendre sur une définition commune de ce qui s'est passé. Mmh. Et donc et vous voyez, en fait, le harcèlement, comme moi je le considère comme ça, je le considère comme finalement un miroir des zones grises qu'on n'arrive pas nécessairement à donner des réponses, mais c'est souvent lié au fait que les jeunes perçoivent des dissonances et des incohérences entre les adultes. Parce que si vous Mmh. faites face à un Et est-ce bloc qu'on peut avoir d'adultes, un exemple de dissonance? ben, c'est par exemple, je prends un exemple concret
qu'on m'a raconté il y a très peu de temps. C'est que, par exemple, il y a une situation, où une jeune dit, qu'elle se fait harceler par, des copains, c'était cette fois-ci dans un centre socioculturel. Hem donc elle revendique ceci et l'animateur, lui, dit que c'est lui qui se fait harceler par cette personne. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, les 2 revendiquent le statut de victime. Alors, peut-être, je sais pas qui a raison, hem, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, si vous voulez un travail de réparation, il faudra que tous les acteurs s'installent ensemble et puissent finalement, définir, ensemble la situation de harcèlement. Les seuls moments où on réussit à passer par-dessus avec un système de réparation, c'est lorsqu'il va y avoir une définition commune. Et donc ça, c'est la question de la réparation, mais en amont, bah, les adolescents qui font face, par exemple, à un groupe d'animateurs où ils sentent que finalement il y a pas de cohésion entre eux ou qu'il y a pas de cohésion dans une équipe, enseignante ou entre les parents, vont pouvoir jouer sur cette espèce d'ambiguïté, d'ambivalence. Et ça, c'est très important que les adultes fassent preuve de cohérence Ouais, face aux plus jeunes. Après, ça attention, ça ne veut pas dire parce que j'ai déjà dit ça et un jour on m'a dit: «Oui, mais ça veut dire qu'il y aura plus de désaccord entre les adultes». Non, pas du tout. Mais il y a des espaces de désaccord et après il y a un discours commun à tenir aussi, face aux jeunes et c'est vrai en matière, de violence et autres. C'est-à-dire comment appliquer une règle de façon, cohérente, heu, entre oui, adultes. des règles de vie en communauté, enfin, démocratique, enfin, il y a vraiment pas mal de pistes en tout cas, que j'entends moi Oui, dans tout ce qu'on a évoqué donc c'est le moment frustrant, mais c'est le moment de la fin. c'est Car, je totalement vois qu'il est 46. Or, on a essayé pendant tout ce cycle d'être très ponctuel et globalement je pense qu'on a toujours commencé à 14 heures pile et quasiment fini à 14h45 donc ça fait partie de la promesse d'essayer de pas prendre, enfin de rester sur un format, que les gens peuvent ensuite regarder. Donc merci beaucoup, Jocelyn Lachance. merci à Désolé vous. donc, pour il y avait beaucoup de questions très intéressantes sur la fin, mais voilà, comme je le disais, c'est le côté frustrant, du format et vous êtes plusieurs à le dire donc, à dire que la présentation était très intéressante. Donc, nous mettrons donc je vais suivre mon petit déroulé parce que je vais le redire, mais donc merci beaucoup, d'avoir participé, à cette, dernière conférence, Jocelyn, Lachance. Merci pour, votre pédagogie et pour, la manière dont vous nous avez aidés à voir plus clair, hein, dans cet ensemble d'idées reçues, sur un sujet compliqué. Nous espérons que ça a donné des pistes. Merci, au public de nous avoir suivis nombreux. Vous étiez, plus de 150, tout le long. Merci donc pour vos questions. Désolé de ne pas avoir pu, toutes les prendre. Comme toutes les conférences, celle-ci a été enregistrée et sera donc retransmise très prochainement, sur le site internet de la Trousse à projets qui, je le rappelle, est, TNE, comme les territoires numériques éducatifs, donc tne.trousseaprojets.fr. Cette, donc la rediffusion est accompagnée comme toute, sera accompagnée, d'une fiche, outil. Donc cette fiche, c'est une retranscription un petit peu éditorialisée du contenu, hein, pour vous donner de la matière. Elle sera accompagnée de ressources, donc ça nous permettra justement de mettre des liens vers des ressources de Jocelyn, Lachance et d'autres, d'autres personnes qui ont été citées notamment dans le webinaire, mais aussi des ressources institutionnelles, les ressources de notre partenaire, l'école des parents et des éducateurs. Donc tout ça, ce sera dans cette fiche. Voilà et donc c'est la fin de notre cycle. Voilà, pendant un an, on aura parlé de thèmes, très différents. Je vais juste en citer quelques-uns. Donc par exemple, vrai ou faux, rien de mieux qu'un écran pour calmer son enfant. Vrai ou faux, les jeunes ne se soucient pas de leur vie privée en ligne. Vrai ou faux, les élèves ne s'informent plus ou pire, ils s'informent mal. Vrai ou faux, le numérique fait baisser le niveau intellectuel et scolaire des élèves. Donc vous voyez, on aura vraiment parcouru des thèmes, différents. Je pense qu'on peut, enfin en tout cas on peut il y aura eu des lignes conductrices que, à chaque fois c'est plus compliqué, qu'à chaque fois il faut avoir heu, un propos beaucoup plus, complexe que ce qu'on veut bien entendre, de manière un peu parfois,
caricaturales, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention à ces sujets. Le numérique est, rappelons-le, est quand même quelque chose d'encore récent, notamment du point de vue de la recherche. Pareil, et on l'a vu, aujourd'hui avec vous, Jocelyn, il y a aussi des réalités qui ne touchent pas que les jeunes. C'est vraiment c'est la société qui est touchée. Voilà, et donc j'espère que ce cycle, vous pourrez le retrouver avec plaisir, et qui vous servira, sur le site de la Trousse à projets. Et enfin donc, merci à tous les intervenants, et intervenantes qui ont donc aux 10 experts, expertes qui ont contribué, enfin qui ont été, le cœur de ce cycle. Merci à la Trousse à projets. Pour information, ça a été dit dans le chat, la Trousse à projets, serait très intéressée d'avoir des retours de professionnels, et des pa et de enfin parents, professionnels, tout acteur qui auraient déjà utilisé nos fiches outils. Notamment parce que dans les fiches outils, il y a une petite proposition très simple de déroulé pour animer un temps, parent, enseignant, ou un temps de parents pour reparler du sujet, comme aujourd'hui par exemple, le sujet serait le cyberharcèlement, est-ce que c'est la faute des réseaux sociaux? Comme ça, on en rediscute avec un groupe. Si vous avez déjà utilisé, une de nos fiches outils et que vous avez, animé ce temps, on serait très intéressé d'avoir vos retours. Et donc, l'adresse, a été donnée sur le chat, tne@troussaprojet.fr. Voilà, désolé, c'était une conclusion un peu plus longue que d'habitude. Je finis juste en disant que, la trousse à projets va continuer de produire des ressources, hein, pour les questions de parentalité numérique et de coéducation numérique. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en plus de ce cycle de conférences qui sont disponibles, toujours sur le même site, hein, tne.troussaprojet.fr. Et dans les semaines à venir, il y aura, notamment la publication d'une série d'articles d'experts pour continuer de travailler sur ces questions. Voilà, merci encore Jocelyn, merci Et à à toutes vous. et tous, et merci, et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.